J'avais 30 ans. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo intitulée Si j'avais 30 ans. Elle fait suite à celle Si j'avais 20 ans, où je m'adressais à toutes les petites jeunes filles qui peuvent nous suivre sur cette chaîne et qui ont 20 ans et qui se disent quoi faire pour le skincare, tout ça. Et puis en même temps, j'avais agrémenté cela de quelques petits conseils, en tout cas que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 20 ans, et ça vous a beaucoup plu. Voilà, ça vous a... Et non, l'accueil de cette vidéo, ça a été absolument improbable, je m'y attendais pas du tout. Donc écoutez, on m'a demandé bien évidemment de faire la même pour les 30 ans, on m'a demandé de faire la même pour les 40. Bah les 40, j'y suis, je fais tout le temps des vidéos les gars, donc hein, voilà. Et puis on m'a demandé pour les 50, alors là j'y suis pas encore. Mais croyez-le bien, nous parlerons de tout. On parlera ménopause, seins qui tombent, peau qui se casse la gueule, sécheresse vaginale, parce que ça aussi, que de réjouissances en perspective, nous attend toutes, alors on parlera de tout. Il n'y a pas de tabou sur cette chaîne, on parlera de tout, parce que pour moi, c'est pas grave, c'est même, vous savez quoi, ça me fait même un peu rire. Voilà. J'ai un début d'arthrose de la hanche, j'ai évidemment les seins qui commencent à tomber, enfin tout, voilà, tout, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et je n'arrive pas à trouver ça grave, vraiment, je n'y arrive pas. Je trouve, limite, je trouve ça un peu rigolo, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se passe, ah tiens, c'est rigolo, on s'adapte et tout, vraiment, voilà, alors traitez-moi de légère, de tout ce que vous voulez, de futile, d'inconséquente et tout, mais moi vraiment je ne trouve pas ça grave, donc voilà. Alors écoutez, là on se concentre sur les 30 ans. Et cette décennie a été, à mon sens, enfin pour moi évidemment encore et toujours c'est moi, mon vécu, mon ressenti, et je partage avec vous mon expérience, et c'est pas mal de faire un petit bilan aussi quelque part. Ces vidéos-là, ça sert aussi de bilan pour moi-même, ça fera une trace comme ça, tu vois, le jour mes enfants tomberont sur cette vidéo, voilà. Donc pourquoi c'est une décennie absolument apocalyptique, la trentaine? Parce que c'est celle où on devient maman. A priori, statistiquement, enfin moi c'est celle où voilà, je suis devenue maman. Et alors là, ça a été vraiment un tsunami émotionnel. La maternité pour moi ça a été une révélation et en même temps ça a été extrêmement difficile, douloureux. Moi j'ai un fils très particulier avec des besoins spécifiques, donc ça a été vraiment... Alors je me souviens que des fois je me disais « Ah, j'y arriverai jamais, c'était horrible ». Et donc tous ces doutes là, par lesquels vous passez, parce que c'est un grand moment dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme aussi, voilà, enfin la parentalité en soi, nous humains, voilà, c'est a priori, on est encore une grande majorité à se reproduire, même s'il y a les child free, tout ça est très bien, hein, je veux dire, il faut de tout dans ce monde, mais a priori, pour tous ceux qui ont décidé d'enfanter, le fait de devenir parent, ça devient un moment comme ça, enfin une expérience paroxystique, tu sais, quintessentielle, tout ça, comme dans la vie de nous les hommes, donc on va en parler, si vous voulez bien. Alors oui, non, d'abord, on va me demander, enfin, qu'est-ce que tu parles de ça alors que c'est le skincare sur ta chaîne? Alors oui, skincare, alors c'est simple, faites pareil que dans la vingtaine. Protection solaire, hydratation, vitamine A. Hein, ça, c'est vraiment les 3 piliers d'une routine efficace. Hydratation, bien évidemment. Ensuite, si vous voulez rajouter de la vitamine C, de la vitamine B, je vous renvoie à mes différentes vidéos. Mais là, j'ai vraiment envie déjà que ce soit pas une vidéo de 3 heures, même si vous savez sur la maternité. Alors, je glose sur le skincare. Hein, je suis même assez intarissable hein, sur le sujet. Mais alors, la maternité. Parce que c'est simple, moi, dans la vie, j'ai 2 passions. Hein, les crèmes, enfin les cosmétiques et les bébés. Et alors là, les bébés. Grande passion, vraiment, il y a un bébé, tu me reconnais pas, je suis dans un état, tu sais, je sors de moi-même, là, les chihuahuas aussi, depuis peu, il y a quand même, bon, alors les cosmétiques, les bébés, les chihuahuas, et puis surtout, si vous voulez, je trouve cette décennie intéressante parce que c'est une décennie où tout se met en place, au niveau du self-care, parce que c'est justement, nous sommes programmés un petit peu, alors, appelle ça la société qui nous matraque, nous devons être dans le care, tout ce que tu veux, je sais pas, je suis moins, comment vous dire, moins arrêtée sur la question de la société qui nous conditionne que de nous-mêmes qui avons tendance, via un contrôle social des autres, tu vois, quand même, tout ça, c'est quand même des choses qui sont bien structurées. On est condamné, enfin on est condamné, c'est un joli lapsus, ça condamné, alors que j'avais envie de dire conditionné, à être dans le care, et le self-care, justement, c'est une façon de sortir de ce care-là. Donc moi, évidemment, ma façon à moi de sortir du care, de m'oxygéner, on va dire, par rapport à la maternité, qui quand on devient parents et qu'on a des enfants, des bébés déjà, alors les bébés, voilà, comment vous dire, pendant 6 mois, on ne s'appartient plus, hein. Mais après des enfants en bas âge, moi c'était vraiment, ça peut être aliénant, on le sait, on le voit, mais j'ai toujours gardé un côté narcissique, et je sais que le narcissisme, et je sais que c'est quelque chose qui est largement reproché aux youtubeuses beauté, mais moi je vais vous dire, je trouve que les youtubeuses beauté ont montré aussi un chemin un peu différent à certaines femmes, évidemment pas tout le monde, pas tous, tout ce que tu veux, voilà, mais il y a de tout pour faire un monde, et il y a toutes sortes de youtubeuses dans ce monde, et tant mieux, et c'est très bien, ça s'appelle la diversité, tu vois, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais je trouve que quelque part, les youtubeuses, en montrant aux femmes le fait que elles pouvaient continuer, que ce n'était pas quelque chose de mal vu socialement, de continuer à prendre soin d'elles, mais écoutez, je trouve qu'elles ont fait quand même un peu œuvre, quelque part, à un moment ou à un autre, tu sais, tout est une question de point de vue,
œuvre de féminisme. Expliquer aux femmes qu'elles ne vont pas juste se réduire à leur fonction maternelle, tu sais, qu'elles sont un peu plus que ça, qu'il y a toujours en elles une femme. Et voilà, alors moi, le skin vestment de ces années-là, j'en porte les fruits maintenant et je suis très contente de jamais avoir lâché. J'ai été grandement aidée aussi par Nounours dans cette question parce que il me permettait de m'octroyer toujours ce moment de solitude et de liberté. Vous savez, Beauvoir disait que justement les femmes, vu tout ce qu'elles font, ça peut très vite être aliénant de la bouffe. Alors le boulot, maintenant il y a le boulot, les enfants, la bouffe, le ménage, tout ça, même si certaines d'entre nous sont mieux mariées que d'autres, hein, et tombent sur des mecs qui les aident quand même, participent un peu à la charge mentale. On est quand même au courant, statistiquement parlant, que 70% des charges mentales, c'est encore sur Bibi que ça... Hein. Mais bon, voilà, parfois on a de la chance. Mais moi, j'avoue que Nounours m'a... j'ai eu cette grande tentation de me réduire à ma fonction maternelle. Quand les enfants sont nés, vraiment... Je vous dis, ça a été une telle révélation, ça a été mon côté mammifère. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de biologique et je touchais du doigt le handicap que ça pouvait être, ma nature, donc, de femelle, tu vois, d'avoir enfanté, que ça soit sorti de moi-même, ce petit truc, là, cet être-là, et j'ai eu envie de faire que ça. J'ai plus eu envie de rien faire d'autre, plus rien ne m'intéressait que ça. Les bébés, les bébés, les bébés. J'étais dans une... C'est mon côté extrême et intense et entier, tu sais. Donc j'étais à 2000% sur mes enfants. En plus, moi, j'ai fait une fournée, hein, j'ai fait un lot, voilà, il y a 21 mois d'écart entre les deux, tant qu'à faire. J'ai 3 ans de couche. Ça, c'est top. Non, mais j'avais rationalisé quand même un peu. Voilà. Donc, 21 mois d'écart, j'ai eu une fournée. Hein, et j'étais fascinée de les voir grandir, Mais j'avais envie de faire que ça. Et c'est là que Nounours est intervenu. Je lui en ai beaucoup voulu. Mais maintenant, je le remercie grandement. C'est lui qui m'a dit, écoute, moi, on a été 9 ans ensemble avant d'avoir des enfants. Il m'a dit, moi, avant que tu sois une mère, tu étais une femme. Et c'est de la femme dont je suis tombée amoureuse. Alors, j'aime beaucoup la mère, mais tu es une femme aussi et ne l'oublie pas tout à fait. Alors, ça me faisait chier, mais en même temps, je le remercie maintenant parce que c'est un peu grâce à lui que je me suis jamais oubliée. Et souvent, on me dit, mais qui a le temps de faire des routines de 1000 ans comme toi? Eh bien, les femmes qui le volent, ce temps. C'est toujours du temps volé sur autre chose, c'est toujours du temps volé sur les enfants, sur le mari, sur la bouffe, sur je sais pas sur quel... Mais ce temps-là, pour moi, alors pour d'autres, ce sera le crochet, le sport, tout ce que tu... Voilà. Moi, ce temps-là, je l'ai toujours volé et ça a toujours été non négociable dans ma vie, dans tout. Et mes enfants le comprennent très bien. Je leur ai toujours, même quand ils étaient petits, je dis, alors là, c'est un moment pour maman. Tu vois, maman a été avec toi toute la journée. On va bien... Là, toi, quand tu joues, des fois, maman, elle vient pas t'embêter. Tu laisses à maman ce temps-là. Elle aime bien se mettre des crèmes. C'est important pour elle. Tu vois, on prend soin d'elle, tout ça. Et après, elle pourra mieux s'occuper de toi. Et c'est comme ça que moi, j'ai finalement toujours réussi à me dégager du temps. Après, je vous dis, il y a des périodes plus critiques que d'autres. Hein, plus, voilà, quand le gosse a la gastro et des trucs comme ça, je crois que ton self-care, tu t'en fous. Tu sais, tu es juste dans la survie, là. Mais justement, quand tu es dans une sorte de... Enfin, vous le savez, je vous invite très souvent, si vous regardez mes vidéos, je vous invite très souvent à ne pas oublier ça. Je suis extrêmement fière que certaines d'entre vous me disent, je me suis un peu oubliée. Et grâce à toi, je comprends que c'est bête. Des médecins, beaucoup de médecins parmi vous qui me suivent et qui me disent, voilà, nous, en tant que médecins, on prend énormément soin des autres. Mais si on ne prend pas soin de nous, finalement, c'est con parce qu'on va aller au crash, voilà, le burn-out. Et du coup, tout le monde en pâtira, c'est-à-dire ceux dont on s'occupe et nous-mêmes. Donc, il faut toujours garder une part de soi. Alors, bien sûr, c'est très mal vu socialement. Hein. C'est très, très mal vu parce que, vous savez, la figure emblématique de la mère sacrificielle, tu sais, ça, c'est presque un label. Qui sera la plus sacrificielle en tant que mère, tu sais, vis-à-vis de ses enfants? Qui allaitera le plus longtemps? Qui ne criera jamais? Jamais. Je suis clairement pas une mère à la mode. On entend beaucoup de choses sur les réseaux. Alors, je pense que cette vidéo, je suis pas très à l'aise de la faire parce que, bon, j'ai un côté, en même temps, voilà, je dis ce que je suis, je dis ce que je pense, et parmi vous, il y a des mères qui se reconnaîtront, mais c'est clairement pas à la mode, mon discours. Moi, voilà, faut que vous sachiez que je suis une mère très imparfaite, et je le vis très bien. Je vis parfaitement bien le fait d'être imparfaite, et je vois que l'époque, ça rejoint un petit peu aussi le livre. Alors après, je vais partager avec vous, si vous voulez, parce que vous êtes nombreuses à me demander toujours des lectures, voilà, des lectures. Moi, au cours de cette décennie de la trentaine, il y a quelques livres qui m'ont grandement aidée. Donc je les partagerai avec vous, après je vous les listerai en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'à l'époque, justement, pile poil au moment où je devenais maman, sortait le livre de Badinter, Elisabeth, Le conflit, vous savez, la femme et la mère. Donc ce livre a 15 ans, et ce livre m'a énormément éclairé, énormément aidé. Il m'a montré aussi comment parfois nous étions poussés comme ça dans nos pénates, vous savez, dans nos foyers pour justement se réduire comme ça à notre fonction maternelle de plus en plus. Moi à l'époque où je suis devenue maman, c'était il y a 15 ans, donc ça y est, on commence à parler des couches lavables. Alors, les couches lavables, enfin, il y a eu tout un recul comme ça, elle en parle justement, tout un recul comme ça du progrès. Alors moi, je comprends bien que l'écologie, ce soit un problème massif et qu'on fasse tous notre part et que ce soit important. Mais vraiment, c'est toujours au détriment des femmes, finalement, parce que les couches lavables,
Alors, évidemment, parmi vous, il y a peut-être des femmes très bien mariées avec le côté un homme qui va prendre en charge les machines et tout, mais bien souvent, je suis désolée de le dire, enfin, les couches lavables, c'est quand même un truc qui incombe aux femmes. C'est quand même très, très sacerdotal, hein, pour le coup. Donc, en plus, il a été démontré que c'était finalement 15 ans après, pas forcément mieux sur le plan écologique, parce que les machines, l'eau, l'énergie, tout ça, enfin, comme toujours, il n'y a pas de solution parfaite. Alors, bien sûr, certains écolos parlent du fait d'arrêter de faire des enfants. Bon, ça, c'est un autre débat, hein, voilà, bon. Personnellement, j'en ai fait 2, voilà. On peut aussi arrêter de respirer. Je sais pas vous, mais moi, ça me botte moyen. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà vécu le fait d'être maman, en fait, comme quelque chose qui était déjà tellement... qui me prenait tellement la tête, qui était tellement... C'était mes enfants occupaient à peu près 2000% de mon cerveau. C'était tout était là. Je voulais tellement bien... Et j'étais nulle. J'étais tellement nulle. Mais quand j'y repense, je me dis, oh là là. Moi, c'était pas du tout, mais du tout instinctif, mais tellement pas, tu vois. J'ai fait une dépression postpartum, j'ai fait... C'était... Oh, c'était vraiment... Enfin, j'ai pas envie d'en parler ici, parce que voilà, après, on touche à ma vie privée, mais j'étais mauvaise, mais mauvaise. Et finalement, mes enfants vont bien, vous voyez. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est toute cette énergie, toute cette bonne volonté qui compte. C'est que les enfants se sentent la priorité. Et clairement, ils étaient ma priorité, vous voyez, c'est... Mais je me suis mis une pression de dingue. Et alors, je trouve que sur les femmes repose effectivement une pression de dingue, mais qu'on se la met, mais tellement plus fort quand on devient maman. Oh, c'est un truc de... Et alors, si je peux vous aider, vous jeunes trentenaires qui devenez maman et qui, pareil, vous avez envie de bien faire, eh ben, j'ai envie de vous ferez bien. Vous êtes leur mère, vous êtes la personne parfaite. La nature fait bien les choses, voilà. 15 ans après, je me dis finalement, tu vois, la nature fait bien les choses. Je me trouvais mauvaise, mais finalement, j'étais la mère parfaite pour mes enfants, parce que ce sont mes enfants, et qu'il n'y avait pas de meilleure mère que moi, finalement, pour eux. Vous voyez, mes enfants. J'ai fait plein d'erreurs, et faites-en, et c'est très bien, et c'est mieux, parce qu'il n'y a rien de pire que les parents parfaits, justement. Winnicott disait, il faut être une mère suffisamment bonne, vous savez, assez bonne. Il n'y a pas besoin d'être la mère parfaite, après, les enfants pourront jamais vous dépasser. Voilà, moi, ils savent que, voilà, ce sera facile de me dépasser, c'est pas compliqué. Alors, je sais que Claude Almos dit, c'est un autre livre qui m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'évidemment, on commençait tout ce discours il y a 15 ans, donc on commençait tous ces discours, il y avait les maternelles sur France 5 qui marchaient bien, je regardais, je voulais bien faire, je voulais être, vous savez, cette maman, comme dans les livres, vous savez, qui fait tout bien, que c'est bien, et en fait, tu te rends compte que dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça n'est pas comme dans les livres, parce que en face, tu as un enfant, lui, il s'en fout, il les a pas lu les bouquins, il correspond pas du tout à l'enfant stéréotypé, tu vois, des bouquins qui fait des... Moi, le mien, il était complètement hors norme, c'était n'importe quoi. J'avais l'impression des fois d'avoir une patate chaude entre les mains et de faire... Comment on fait? Il n'y avait pas de mode d'emploi. On a galéré avec son papa, évidemment. Et surtout, j'ai envie de vous dire, gardez votre humour, ne le perdez pas. À un moment, il m'est arrivé à cause de l'école de perdre mon humour, c'est ce pourquoi je leur en veux le plus, d'ailleurs, d'avoir perdu mon humour, mais gardez-le parce que il y a moyen de se fendre la poire, mais vraiment, mais vachement, et tellement, il faut pas perdre ça. Et je vous assure que c'est drôle, et finalement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je pars dans tous les sens, mais je voulais revenir parce que je vous parlais de Claude Almos, donc je reviens parce que on revient toujours sur ses pattes. Claude Almos a écrit un super bouquin, Pourquoi l'amour ne suffit pas. Je vous disais, bah justement, quand on les aime et qu'ils se sentent notre priorité, nos enfants, quelque part, ça suffit, mais en même temps, il faut les éduquer. Et moi, donc, je vous disais, il y a 15 ans, on commençait avec les maternelles sur France 5, avec ce côté éducation bienveillante, qui, je trouve, est une pression supplémentaire sur l'épaule des parents, j'ai envie de dire, là, pour le coup, tout le monde, les pères et les mères. Parce que ce côté, il faut sans cesse être face à ses enfants d'un calme olympien, alors que, vous le savez, les enfants ont le bouton start. Je veux dire, moi, mon fils, il savait start, et c'est-à-dire... J'ai partagé avec vous il y a très longtemps, c'était avant son entrée au collège, juste après ça, parce qu'il a été déscolarisé pendant 1 an et demi, donc il retournait dans le grand bain de l'école et tout le système classique, et j'avais partagé avec vous un article de blog que je vous liste en barre d'infos, il sera disponible 3 mois, je ferme le blog à la fin de l'année, vous le savez, mais au moins ça vous donnera un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, le genre de mère que je suis. Moi, j'ai toujours dit, je suis cette mère. Voilà, je vous mets une image de Loïs dans Malcolm. Voilà, je suis... Et en même temps, quand on analyse bien cette série, tous les enfants de Loïs, aussi différents soient-ils, entre Francis, Malcolm, Dewey, Reese, tous, ils s'en sortent, tous, ils réussissent. Qu'est-ce qui fait, vous voyez, une bonne mère? Est-ce que c'est d'amener ces... On les aime pour qu'ils nous quittent, hein, nos enfants, voilà, ça fait mal au cul, mais c'est ça, la réalité, c'est qu'on les aime pour qu'ils nous quittent, on les aime pas pour nous, pour les garder pour nous. Ce qu'il faut, c'est éduquer un enfant, élever un enfant. Élever un enfant, c'est l'amener à un stade supérieur, c'est l'amener à devenir un être autonome et qui sache vivre sans nous et qui soit plutôt bien inséré dans la société et qui compromette pas le vivre ensemble, n'est-ce pas? Donc, je me dis que
finalement, mon enfant avait le bouton start pour moi, pour que je me mette à sortir de moi-même et que je ne me reconnaisse pas et que je sois une furie. Mais en même temps, vous savez, il a 15 ans maintenant. Et je vois déjà potentiellement l'homme qui va devenir. Et la vérité, je suis fière. Voilà, la vérité, ça m'émeut un peu, tu vois. Mais ouais, je me dis, tout ce qu'on a traversé, tous ces moments de doute et de désespoir par lesquels je suis passée, finalement... Eh ben j'avais raison, voilà, j'avais raison d'être moi-même en fait, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi je suis cette mère effectivement qui réagit vite, je suis cette mère, enfin vous l'avez vu, voilà, je bouge tout le temps, je suis une Sicilienne, tu vois, voilà, je sais pas, moi c'est l'Afrique qui coule dans mes veines, tu vois, je suis réunionnaise, alors comment te dire, souvent on me dit l'Allemagne n'a pas gagné, alors l'Allemagne a gagné à l'extérieur, mais alors à l'intérieur c'est la créolitude, hein. Je tiens à te le dire, je crois que ça se voit, donc c'est pour ça que parfois ça fait un peu bizarre, tu vois, certaines personnes quand ils me croisent, voilà, mais je n'ai pas le physique de mon caractère, clairement. Et je suis cette mère-là qui volubile, voilà, qui parle. Chez nous, ça parle fort, ça crie. Les enfants s'expriment eux aussi. Je suis très contente. Ils arrivent à être dans leur axe, tu vois. Ils parlent, ils donnent leur avis. Ils n'ont pas peur de nous du tout, tu vois. Voilà, et on les élève de façon très libre. Et si je devais recommencer, ben en fait, je ferais tout pareil. Et je garderais tout, les moments de désespoir et les grandes joies, les grandes tristesses, les grands fous rires, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu rire, qu'est-ce qu'on a pu chialer aussi, mais bon, enfin voilà. Donc je reviens au sujet de cette vidéo, c'est quels sont mes conseils pour une maman qui vient enfin, pour une jeune femme qui vient d'être maman ou qui vit la trentaine et qui vit cette décennie en commençant par la maternité. Je lui dirais, écoute, ne culpabilise pas d'être toi-même, voilà, rien n'est grave. Je veux dire, à partir du moment où tu fais des choses avec ton cœur, voilà. Ah, puis alors aussi, la rivalité entre mères, alors là, ça existe entre femmes, mais alors entre mères, moi j'ai découvert un monde, c'était la guerre. Ah non, tu l'allaites pas, ah d'accord, ah ouais, donc ça... Ah, il ne se couche pas, ah d'accord, il ne fait pas ses nuits, ah, très bien, il ne marche pas encore, il a pas... Horrible, horrible, j'ai trouvé ça tellement nul, tellement petit, tellement mesquin, ce besoin de se rassurer, parce qu'on est toutes dans le même bateau en fait, on est toutes là, tu sais, à se dépatouiller avec le nôtre, et on aimerait faire bien, on te dit que c'est le but ultime d'une vie, c'est la maternité, tu vois, donc tout on veut, quand on fait des enfants, en plus de nos jours, si tu veux, on a le choix de la venue d'un enfant, c'est pas comme il y a 40 ans, maintenant il y a la pilule, on choisit l'instant où on met un enfant, d'où le fait qu'on les surinvestisse à mort, tu vois, que ça devienne en fait le but ultime de notre vie, c'est que nos enfants réussissent, enfin voilà, tout ça, ça a changé effectivement la façon dont on projetait nos désirs narcissiques en fait sur les enfants, là c'est devenu de nos jours vraiment quelque chose, ils sont dans la projection narcissique de nous-mêmes, dans le prolongement narcissique de nous-mêmes, c'est lourd pour eux aussi, avant tout. Donc j'ai envie de vous dire, ne regardez pas ce que font les autres. Voilà, ne regardez pas les enfants des autres. Ils sont très bien les enfants des autres. Ce sont les enfants des autres. Les vôtres sont les vôtres. Ils sont parfaits pour vous. Ils vous ressemblent de toute façon. Je veux dire, les chiens ne font pas des chats. Donc vraiment, c'est mon conseil. Si vous êtes ne regardez pas les forums, les machins, les modes d'emploi. Si, un seul bouquin, celui qui m'a sauvé la vie à moi, vraiment qui m'a évité bien des conneries. Celui-ci, manuel d'éducation à l'usage des parents d'aujourd'hui de Didier Pleu. Ça, c'est la vie. Ce truc, je vous le liste en barre d'infos, mais voilà, Didier Pleu est un psychologue qui est vraiment pas du tout invité sur les plateaux télé, tu penses bien. Parce qu'il est dans la nuance, lui, tu vois. Donc forcément, on préfère ceux qui vous disent il ne faut pas dire non, il ne faut pas... Voilà. Donc lui, il m'a vraiment sauvé la vie. Je l'ai lu quand mon fils avait 3 ans. On a rectifié le tir à 3 ans, ça a été très dur. Parce qu'on avait bien merdé pendant 3 ans. Mais on s'en sortait plus. On était face à une espèce de monstre. Tu vois, de 3 ans. Et là, on s'est dit, ça ne va pas. On va pas s'en sortir parce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit que Nounours et moi, nous sommes seuls. Il n'y a personne d'autre. Aucune personne de notre famille n'est avec nous. Ma mère est à La Réunion, mon père est à Nice, sa mère était en Inde. Enfin voilà, on n'a personne, aucun grand-parent. Tout ça, on les a eu non-stop pendant 15 ans. C'est chez nous qu'ils sont dormis. On les a jamais laissés en garde et tout. Voilà. Donc, on s'en sortait vraiment pas. C'était vraiment très compliqué. Et je regrette ça, si vous voulez, que ça se perde de nos jours, ce côté, cette transmission comme ça, intergénérationnelle. J'aurais vraiment aimé avoir ma mère à mes côtés quand je suis devenue maman. Ça s'est pas passé comme ça parce que c'est mon histoire de vie, mais c'est vrai que cette espèce de cooptation comme ça des mères d'une génération à l'autre, je trouve ça
important et ça se perd dans nos sociétés modernes, c'est regrettable, mais Dieu merci, il y a des psys et des bouquins qui nous aident, donc vraiment, voilà, ça c'est un deuxième bouquin que je vous recommande, voilà, si vraiment vous en sortez pas et que vous trouvez que c'est compliqué la maternité. Et justement, avec cette pression qu'on se met en tant que maman, on se la met en tant que femme, mais vraiment en tant que mère, je trouve que là, on touche c'est un level supplémentaire. Je vous conseille vivement ce bouquin aussi qui m'a beaucoup aidé. Mère au bord de la crise de nerfs, la maternité à l'ère de la performance, parce qu'on met de la performance absolument partout, y compris dans la maternité, alors que c'est un lieu où on devrait être cool, smooth, tranquille. Alors après, c'est peut-être moi, hein. Là encore, je ne suis que mon propre référentiel. Peut-être qu'il y a des mères qui le vivent de façon formidable, jusqu'à ce qu'ils aient un deuxième enfant. Parce que ça, c'est l'histoire de ma meilleure amie qui, avec sa première, me dit c'est la chose la plus facile qui soit, la maternité, tu verras. Et moi, j'ai eu mon fils, et j'étais là, mais c'est facile, mais où? Et elle a eu un deuxième enfant. Et là, j'ai ri. Là, j'ai fait bienvenue dans mon monde. Et là, elle me dit comment va? Voilà, comment? C'est ça la question. Donc voilà, hein, si vous pensez que c'est facile, attendez d'en avoir un deuxième. Il y a des chanceux qui tombent sur l'aîné, c'est super, c'est cool. Bon, nous, l'aîné, ça n'allait pas. Après, on a eu notre fille et là, on s'est dit ah oui, c'est facile, c'est bien. En fait, c'est... Voilà. Bref, entre nous, ne jamais prendre la confiance et ne jamais se la péter trop. Hein, voilà. Je croyais garder à l'esprit vraiment que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Et ça aussi, être dans le jugement et regarder, oui, que font les autres. Ah, ça, je ne supporte pas. Déjà, j'aime pas trop le jugement dans la vie en général, mais alors ce jugement qu'on porte sur les autres parents parce qu'ils font pas comme on devrait faire ou comme dans les livres, ou comme... Ah, je trouve ça, bon, évidemment, à part la maltraitance caractérisée. Mais bon, là, je vous parle pas de maltraitance. La maltraitance, c'est au pénal que ça se règle. Je vous parle de parents qui essayent, qui font des trucs, vous voyez, qui donnent des bonbons quand il faudrait pas les donner ou des choses comme ça. Voilà. Moi, je suis personne pour juger. En plus, il se trouve que j'ai été présidente d'une association qui fait de l'accompagnement à la parentalité pendant plus de 4 ans. Je peux vous dire que j'en ai eu des témoignages de famille et franchement, en fait, tous les parents font ce qu'ils peuvent et soyez indulgents avec les autres. En fait, occupez-vous de votre cul. Puis laissez les autres essayer de se débrouiller comme ils peuvent et trouver de l'aide là où ils peuvent. Donc un autre bouquin, hein, voilà, le burn-out maternel, parce que ça arrive de plus en plus. Bah pourquoi? Parce que la pression, hein, parce que c'est quelque chose que nos grands-mères n'avaient pas, elles se foutaient pas une pression comme ça, j'ai l'impression. Ou alors, je sais pas, ou j'idéalise peut-être une époque, tu vois. Mais il me semble effectivement que c'est vraiment très... elle l'explique d'ailleurs que c'est très moderne en fait, cette façon d'appréhender la maternité sous l'angle de la performance, vous voyez, donc c'est intéressant, ça débusque un petit peu quelques préjugés, et ça vous aide à tuer un petit peu quelque part le fantasme de la mère que vous aviez, voilà, parce qu'il y a toujours, on se rêve toujours une mère parfaite, on a beau se défendre, dire non mais moi je serais très cool, et j'aimerais, oui. Oui, et puis il y a la mère qu'on pense qu'on sera, puis il y a la mère qu'on est en vrai. Hein. Et ça, c'est vraiment très, très... Il y a comme un gap, hein, comme un océan entre les deux, hein, vraiment. Enfin, moi, je me suis dit, oulala, alors là, vraiment, je gagnais en humilité, mais tout de suite, genre, il est sorti de mon ventre. Mais déjà, tout, si vous voulez, tout était complètement contrecarré, en fait. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu une césarienne pour mon aîné, alors que, bon, tout le monde envisage un accouchement par voie naturelle, tu vois, où ça se passe, tu pousses merveilleusement, l'enfant arrive, il est beau, il est... voilà, bon, bah moi, c'était une césarienne, donc déjà, c'était mort, hein. Et tout a été comme ça, rien n'était comme ce que j'avais prévu, mais rien. Tu vois, rien, voilà, rien. L'allaitement n'a jamais marché, parce qu'on a été séparés, parce qu'il est allé en néonat, on a été séparés 4 jours, non, en fait, rien, voilà, rien. Donc, vraiment... Et vous voyez, et finalement, 15 ans plus tard, cet enfant va très bien. Voilà, cet enfant va très bien, c'est en train de devenir un homme, et quel homme. Voilà, oui, je suis une mère très immodeste. Hein. Oh, écoute, tu sais, j'en ai tellement chié de façon avant que maintenant, vas-y, le premier qui me dit oui, ça ne va pas, je lui dis oh, ta gueule. Voilà, donc... Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous fassiez la paix avec vous-même, que vous soyez indulgent avec vous-même. Moi, j'ai une infinie tendresse, vous voyez, quand je vous dis qu'est-ce que j'étais mauvaise, mais quand je le dis, j'ai une infinie tendresse pour moi-même. Je sais le chemin que j'ai parcouru, je vois d'où je viens, je sais quelle est mon histoire, et je sais où on en est là. Et j'ai une infinie tendresse pour moi-même, et vraiment, pardonnez-vous d'être imparfait, et même, j'ai envie de dire, soyez-le. Voilà. Ayez comme objectif dans la vie d'être parfaitement imparfait, comme le dit Christophe André, Alexandre Jolienne et Mathieu Ricard dans leur livre 3 amis en quête de sagesse. Il me semble que c'est ça. Alors je l'ai pas là, mais voilà, un autre bouquin très intéressant à lire. Donc vraiment, ayez à l'esprit d'être une mère parfaitement imparfaite. Hein, je vous assure, ce sera largement suffisant. Ayez beaucoup d'indulgence pour vous-même. Il y a des soirs, on est à chier. Et on se le dit d'ailleurs avec Nounours, des fois on se dit putain, on a tout fait, tout ce qu'il fallait pas faire, on l'a fait. C'est vraiment, on se sentait des merdes, mais des grosses merdes, mais on était là, et tu sais, et on riait, et c'était tellement pathétique, et nous étions tellement là, impuissants, et
Bref, et bah finalement, il faut rire tout le temps, tu vois, et avec le recul, surtout parce que quand t'es dans l'œil du cyclone, c'est quand même plus compliqué de rire, hein, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, 15 ans plus tard, on rit, mais on se dit, tu te souviens, ouais, je me souviens. Tu sais, c'est un peu, on a connu la guerre, nous, tu vois. Et je reviens quand même à mon histoire de self-care, parce que nous sommes sur une chaîne beauté, et que vous savez que c'est, moi, le skincare, je le vis plutôt comme du self-care que comme juste, bah voilà, on hop, arrêter le temps, parce que tu comprends, la décrépitude, la déchéance, là, tout ça, moi, c'est autre chose. Vous savez que je suis assez détendue vis-à-vis de ça, pour le coup, voilà. Alors, autant, vous voyez, la maternité, j'avais des grandes espérances de moi-même, autant le vieillissement, j'ai pas d'espérance. Justement, c'est la maturité, hein. Comme je vous disais, s'il y a bien un truc que j'apprécie, c'est justement tout mon brain, comment on dit ça en français, tout mon package, oh putain, pourquoi ça vient qu'en anglais, merde, tout mon background, oh mais non, tout mon background intellectuel, oui, mais toute ma densité intellectuelle, toutes mes années d'expérience, voilà, oui, en français, c'est tout de suite, hein, des périphrases, bon, bref, donc, voilà, ce que j'apprécie avec le fait de vieillir, c'est ça, c'est qu'en fait, plus ça va, plus je suis zen, vous voyez, moins je me mets la pression, et je vais vieillir, tranquillement, j'ai bien envie, là, pour une fois, tu vois, de vivre cette expérience. Regardez passer les trains, tu vois. Cool. Voilà. Ah, il y a la hanche qui déconne. Il y a la hanche qui déconne. Ouais, c'est rigolo. Bon, il y a des trucs. Heureusement, il y a la médecine. Hein. Tu me diras, on est en 2020. Bon, enfin non, c'est un mauvais exemple, 2020. C'est pas l'année qu'il fallait prendre en termes de référence. Mais bon, enfin, je veux dire, pour les hanches, en tout cas, on fait des progrès. Pour les virus, c'est un peu compliqué, on sait pas bien. Mais pour les hanches, en tout cas, voilà. Bon, certainement, un jour, j'aurai une hanche en plastique, tu vois. Mais tant pis, il y a des solutions qui existent. Pour, pareil, le visage qui se casse la gueule, les seins, tout ça. Bon, il y a des crèmes, il y a des trucs, il y a le rétinol, tu vois. Et quand bien même ça se casse la gueule, ça finit par se casser la gueule. De toute façon, tôt ou tard, ça, j'en ai bien conscience. Et c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je suis dans c'est pas grave avec l'âge. Et franchement, voilà, j'ai envie de vous dire, j'aurais aimé qu'on me tienne ce discours-là à 30 ans quand je suis devenue maman, quand je faisais pas n'importe quoi, mais quand vraiment j'avais l'impression que ma vie m'échappait, que j'étais dépossédée de moi-même, que je n'arrivais à rien. J'aurais aimé qu'on me dise, tu sais, c'est pas grave, il va bien, hein. Quelque part, cet enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a une mère concernée, hein, par lui-même, conscientisée, qui cherche des solutions, qui met tout son cœur, qui met vraiment toute son âme. Et c'est ça qui compte finalement. Je pense que nos enfants ont vraiment besoin de sentir qu'ils sont notre priorité. Et ça, vraiment, Dieu sait que j'ai été nulle. Mais alors, mon fils n'a jamais... Alors, il pourra me reprocher plein de trucs. Hein. Mais alors, le jour où il arrive, il fait « Oui, j'ai pas été ta priorité. Je crois que je suis en col 2. » Je vais en col 2. Parce que vraiment, là, la mauvaise foi, l'ingratitude, je ferai « Ah non, tu vois ?» Et ça, c'est le plus important. Hein, voilà. Donc, j'en reviens à mon self-care. Ne l'oubliez pas pendant ces années-là. Ne vous oubliez pas. Vous êtes maman, oui, mais vous n'êtes pas que ça. Voilà. Ne vous réduisez pas à votre fonction maternelle. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale. Évidemment, moi, j'étais mariée. Et je peux vous dire que Nounours, c'est mon binôme et que je peux compter sur lui. Et qu'on a toujours veillé à ce que l'autre ait ses moments de solitude et de liberté. Après, je conçois que quand on est une mère célibataire, que tout repose sur nos épaules, peut-être que c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire que c'est à la limite plus important pour vous encore que pour celles qui sont mariées et qui ont quelqu'un pour les épauler à la maison. Si vous tombez, tout s'écroule. Gardez des moments pour vous. Et je vous assure que les enfants comprennent. Les enfants sont d'une loyauté vis-à-vis des parents, d'une fidélité, sont d'une... Enfin, mes enfants comprenaient très bien. Les enfants comprennent quand on leur dit, tu sais, là, c'est un moment pour moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pouvoir mieux m'occuper de toi après. Je pense que c'est important aussi, déjà parce que ça fait pas des espèces de petits monstres comme ça, égocentriques et égoïstes et narcissiques. Et voilà. C'est important pour le vivre ensemble de plus tard, tu sais, de faire en sorte que tout ne tourne pas autour d'eux. Ça, vraiment, j'insiste. Ils comprennent. Et je trouve que c'est vraiment très important pour vous. Alors après, comme vous le savez, c'est pas une question d'argent. Hein. C'est juste une question de temps, en fait. C'est se dégager du temps pour soi. Peu importe l'argent, vous savez, il y a des cosmétiques de tous les budgets, je vous ai déjà parlé, voilà, je vous renvoie à ma vidéo routine pour faucher, où il y a moyen d'avoir une routine efficace, si on se protège du soleil, on hydrate, et ça coûte pas très cher, mais c'est au moins un moment pour soi, quoi. Un moment où on n'a pas la tête prise par autre chose, et un moment où on est là pour soi, on est narcissique. Soyez-le, narcissique. Narcissique, faut que je vous parle d'un bouquin que j'ai découvert dernièrement, mais parce que c'est quelque chose qui est très mal vu, de dire, voilà, moi je le dis haut et fier, je suis narcissique. Voilà, je suis narcissique et tant mieux, ça me sauve ma peau tous les jours, tu vois. Quand je vous le disais dans ma première vidéo que j'ai toujours été une priorité pour moi-même, je continue de le dire et c'est très bien et je le vis pas mal. Certaines personnes pourront dire c'est inadmissible, voilà, tu es narcissique, comme si c'était le pire des défauts. Vraiment non, et je vous assure qu'il y a un bouquin que j'ai découvert en fait par l'entremise de... Je vous raconte un peu, on est là, finalement je sens que j'ai fini mon propos, finalement une décennie ça va durer 20 minutes, hein, ouais bon écoute, je vous passe les moments un petit peu intimes, hein, donc c'est pour ça. Mais j'avais découvert, j'ai lu La dictature de l'ego, je vous en avais parlé d'ailleurs dans
dans mon dernier calendrier de l'Avent, à ma façon, il me semble, de Mathias Roux. Et donc évidemment, voilà, c'est un livre où l'ego c'est mal, c'est pas moral. Voilà, bon. Et dans la deuxième partie, justement, toute la deuxième partie, il parle d'un mec qui s'appelle Fabrice Midal, tu vois, qui justement, lui, valorise le narcissisme. Et ça m'a donc donné, tu penses bien, ça m'a donné envie d'aller lire Fabrice Midal, tu vois, parce que je me suis dit quand même, on peut être philosophe et être quand même rendu à faire des concours de bites, hein, de taille de bites. C'était vraiment, ça faisait ça. Je te jure, la deuxième partie faisait vraiment, oui, c'est inadmissible, j'en ai une plus grosse, je ne comprends pas que Fabrice Midal dise qu'il en est plus grosse. Insupportable, donc j'ai couru m'acheter le livre de Fabrice Midal, qui donc s'intitule « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Il fait aussi des conférences, on peut les avoir en accès libre sur YouTube et tout. Donc son livre c'est « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Être narcissique, ce n'est pas être égoïste, parce qu'on confond souvent, tu vois. Et ça, c'est très mal vu d'être égoïste, tu vois. Et c'est savoir se respecter. Et il explique même qu'être narcissique, c'est aller à la rencontre de soi-même. Et c'est savoir ce qu'on veut, c'est être dans son axe. En fait, moi, ce que j'appelle être dans son axe, mais bon, lui, il appelle ça être narcissique. Question de terminologie, mais enfin, ça renvoie à la même chose, finalement. Et je pense sincèrement qu'on a tous intérêt à effectivement être narcissique, ne serait-ce que pour arrêter de faire chier les autres, parce que quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de soi, c'est quelqu'un qui ira pas s'occuper du cul de l'autre, tu vois, et qui s'occupera de ses oignons, qui ira pas faire chier les autres, parce que j'ai remarqué que les gens, bah justement, qui sont pas allés à la rencontre d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas assez, en fait. Souvenez-vous, aime ton prochain comme toi-même. C'est même un principe biblique, ça, tu vois. Qu'est-ce, hein? Ah, ben réfléchis, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'aimes, tu peux aimer les autres. Et je vous ai déjà dit que s'occuper de soi, ça permet de s'occuper des autres. Moi, quand je suis bien avec moi, que j'ai fait mon self-care, je peux m'occuper des autres. Et je peux de nouveau être une maman disponible dans ma tête. Sinon, on est complètement dépossédé, voilà, de soi-même. On se sent presque déshumanisé parfois. Et vraiment, ne vous trompez pas, gardez un petit peu une part comme ça de narcissisme. Même si là, c'est le feu, c'est l'allaitement pendant 12 mois, c'est tout ce que tu veux. Gardez ce moment-là, vraiment, il s'agit de votre survie. Si on veut survivre, il faut être un petit peu narcissique, tu vois, garder. C'est pas être égoïste, c'est justement garder une part pour soi. C'est Montaigne qui disait il faut prêter aux autres, mais ne se donner qu'à soi-même. Là encore, vous voyez les philosophes, toujours, mais je vous dis, on n'a rien inventé. Alors, ça fait 5000 ans, on est les mêmes. En fait, notre génome, c'est le même qu'il y a 5000 ans. C'est juste la technologie qui a évolué différemment. Mais c'est les mêmes. On retrouve les mêmes archétypes de personnalité humaine. On retrouve toujours les chieurs, les cons. C'est pareil, c'est vrai. Et donc, quand on ne s'aime pas, c'est là qu'on va emmerder les autres. Parce que quand on ne s'aime pas, on est malheureux. Parce que s'aimer soi, c'est être heureux. Je peux vous dire que je le vis, je le touche vraiment de façon mais très concrète tous les jours sur YouTube. Je sais que la première des choses qu'on me reproche, par exemple, c'est ma joie. Par exemple, c'est de dire que oui, moi je suis quelqu'un de joyeux, voilà. Et vas-y, viens pour m'enlever ma joie. Je travaille tous les jours à la garder. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne supportent pas. De voir les autres heureux, quand on est malheureux, ça vous renvoie à votre propre malheur. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, en fait, les gens heureux, si t'as que des gens heureux autour de toi, il y aura moins de tension sociale. Tu seras moins dans le conflit avec les autres. Tu seras moins en danger, finalement. Donc moi, je vous prône vraiment le fait que tous les gens autour de moi soient heureux. Je préfère. J'œuvre à leur bonheur aussi, tu vois. Parce que, très égoïstement, là, sur ce coup-là. Parce que des gens heureux, ce sont des gens qui font moins chier. Tu vois, qui sont moins agressifs et qui sont moins, qui vont moins essayer de te tacler, qui vont moins essayer de t'emmerder, de te casser, Bref, tu vois, donc non, mais ça, réfléchissez là-dessus. Je sais que je vais ouvrir des petites cases en vous et que ça va, tu sais, les petites graines vont porter leurs fruits, donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Prochaine fois que moi, quand j'ai un commentaire de quelqu'un de haineux, j'ai une profonde pitié pour lui, vraiment, hein, je veux dire, on en parle très souvent avec Gabi, avec Colline, mais ce sont vraiment des gens malheureux, je veux dire, ça a été acté, il y a des études maintenant qui commencent à sortir en sociologie, etc., ce sont des gens très malheureux, les gens qui critiquent comme ça, qui ont besoin de se rassurer, en venant critiquer, en venant dire tout le mal qu'ils pensent des autres, ce sont des gens profondément malheureux, moi j'ai une grande pitié pour eux. Bref, ça m'empêche pas de bloquer, hein, parce que je suis pas là pour subir non plus, mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez intéressant, hein. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai un mauvais commentaire, forcément, la personne en face, il y a écrit en lettres de néon sur son front, malheureux, hein, et j'ai la pitié. Je voudrais terminer, parce que finalement c'est une vidéo assez courte, et je suis assez fière de moi. J'ai réussi à synthétiser ces 10 années, ces 15 presque, ouais, non, 15 ans d'expérience de vie, hein, puisque mon fils a 15 ans. J'ai beaucoup axé cette vidéo sur la maternité, parce que ça a été le tsunami pour moi, comme je vous le disais émotionnellement. Je suis passée par des hauts, des bas, ça a été, voilà. Mais qu'est-ce que ça a été enrichissant maintenant avec le recul. Et évidemment, quand j'étais dans l'œil du cyclone, je te dis pas que je suis, oh, c'est très enrichissant. Quelle est la leçon que je vais pouvoir en tirer? Non, j'étais juste là, je vais crever. Ah, voilà, mais non. De toute façon, tu sais, comme disait Sénèque, hein, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Crois-moi, j'ai dansé, wouh. Alors, je vous montre quelques bouquins qui m'ont beaucoup aidé. Du même Fabrice Midal, hein, foutez-vous la paix et commencez à vivre. Donc, foutez-vous la paix et foutez la paix aux autres. Ça, c'est un grand secret.
Un bouquin qui... Parce que pareil, gardez votre humour. Et ça, c'est Olivier qui me l'avait offert. Je retrouve pas mon mère indigne mode d'emploi, mais je vous le listerai en barre d'infos. Parce que ça, c'était un bouquin que j'ai lu à la maternité après l'accouchement de ma fille. Et qu'est-ce que je me suis pissée dessus. C'était fabuleux. Et ça, c'est un bouquin qu'Olivier nous a offert à Nounours et à moi. Comment traumatiser votre enfant? 7 méthodes infaillibles pour en faire un être inadapté, mais génial. Voilà, évidemment, c'est du 3e degré. Hein. Oh, là, je sens les gens, oui, comment? C'est sérieux, c'est important. Oui, d'accord. Mais moi, tu vois, non. Moi, j'estime qu'on n'arrête pas de rire parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on arrête de rire, tu vois. Donc, je compte vraiment pas arrêter, tu vois, de rire de tout et notamment de ça parce que je trouve vraiment la condition humaine dans pathétique absolue. Alors, si on rit pas, alors... l'humour et la politesse du désespoir, comme dit l'autre, si moi, si je ne peux plus me foutre de ma gueule, me rire de tout, tu vois, même des choses très graves, c'est bon, j'arrête, je quitte, I quit, je m'en vais. Voilà, donc, celui-là est tordant. Alors, je sais pas si je vous parle de celui-ci, parce que ça, mais si, ça peut, voilà. Un bouquin pour éviter justement la rivalité, le fait de bitcher les autres femmes, voilà, de voir que finalement, nous sommes aussi, pour le coup, actrices. Si on commence à critiquer une autre femme dans ses choix, parce qu'elle a des choix différents de nous, pour se rassurer, etc., bah, ça peut faire des ravages. Marthe Saint-Laurent, je vous en avais déjà parlé sur le blog aussi. Donc, ces femmes qui détruisent les femmes, les ravages du bitchage. Très intéressant. Bourré d'exemples. Et c'est là qu'on se dit, la sororité, mon cul. Alors, La peur de l'infériorité d'Alexis Rosenbaum, qui est j'ai envie de dire que c'est quand même un résumé du livre d'Alain de Botton du statut social. Ça vous renverra, ça vous expliquera plein de choses. On passe de Tocqueville, etc. C'est très bien fait, c'est petit, c'est court. Et ça vous explique tout, en fait. Tout vient de là. Tout vient de notre peur à nous d'être inférieur aux autres, de mal faire, de moins bien faire, d'être distancé dans l'échelle sociale, Voilà, et alors pour la maternité, c'est pareil. Évidemment, ça parle un peu plus de statut social, mais là, moi, je trouve qu'en maternité, c'est ça, parce que j'en ai rencontré tellement des mères qui voulaient être meilleures que les autres et meilleures que moi. Et voilà, alors moi, tout de suite, je disais, mais tu es meilleure que moi, chérie. C'est pas difficile. Je t'assure. Non, mais tu sais, mais moi, l'ambition pour moi, c'est pas d'être la meilleure mère du monde. Hein, je t'explique, c'est juste d'être la meilleure mère pour mes enfants. Ça suffira. Voilà. Ah, mais je t'en prie, mais si toi, tu veux être la meilleure mère du monde, je te laisse. Parce que moi, pas du tout. Et enfin, pour rire aussi, Coluche, l'horreur est humaine, ça c'est quelque chose sur lequel nous revenons sans cesse, parce que Coluche était philosophe, hein, vous le savez, et que c'est bon de rire, hein, voilà. Vidéo courte, je pense, j'espère, alors évidemment on n'a pas parlé de skincare aujourd'hui, on va dire que c'était une vidéo thématique, voilà, celle qui en voulait une, parce qu'il y a des gens qui m'ont découvert pour mes vidéos thématiques, il y en a 5 je crois sur ma chaîne. Mais on va dire que c'était une vidéo axée sur la maternité, qui pour moi je trouve que c'est l'expérience quintessentielle de la trentaine. Voilà. Et que quand je repense à mes 30 ans, à cette décennie-là, c'est maternité, tu vois, c'est les enfants et tout le reste autour. Et puis de temps en temps, on garde une petite part pour soi de skin investment. On se dit, bon, non, attends, on va se mettre une crème, au moins ça, on peut compter dessus, tu vois. Voilà. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous vivez en ce moment des moments très difficiles parce que vous avez l'impression d'être à chier en tant que maman, je suis des vôtres. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, on reprendra les vidéos skincare, tout ça, voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a de très belles choses qui arrivent, j'ai des très, très, très jolis favoris. Alors, les enfants, ça faisait longtemps que j'avais pas mis la main sur des trucs, des contours des yeux, des crèmes, des sérums, même moi, je suis du grand cru, un grand cru. Les prochains favoris, ne ratez pas ça, alors soyez réactifs, hein, parce que les vautours. Je dis ça, je dis rien. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie.